Chers internautateurs, internautatrices venus d'ailleurs ou d'ici, de Trick Track ou peut-être de Facebook, avez-vous déjà entendu parler de... Non, ça c'est le code pour fermer. Avez-vous déjà entendu parler de Paco Mégessi Padelard Ladislas? Alors, comme Comte de Champignac. J'allais dire Sabre de justement, bois. ça ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis comte de Champignac, ça vous évoque peut-être quelque chose. Bien sûr. Parce que c'est de... Ah bah oui, bah voilà. Et non, perdu ce personnage que nous allons parler aujourd'hui. Oui. En tout cas, jusqu'à présent, c'était un personnage. Et Oui. maintenant, secondaire d'importance. Personnage secondaire, mais effectivement important. Oui. Et qui, depuis quelques jours, Depuis notre rentrée de janvier deuxième semaine de 2019, janvier, deuxième semaine de janvier. a le droit à sa propre Aventure. série, rien qu'à lui. Comme a pu l'avoir juste précédemment, et nous en parlions le mois dernier, son comparse Zorglub. Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs étonnant parce que Zorglub est un personnage plus sporadique de l'univers Spirou, plus Très important aussi. très important, mais moins récurrent que Champignac, moins tout aussi emblématique, mais il est là depuis moins longtemps et de manière moins régulière, et pourtant il a eu droit à son histoire à lui, et Champignac a droit à la sienne maintenant. À vous la parole. Alors, oui, donc déjà, pour remettre un peu dans le contexte, qui est le comte de n'avait pas de Champignac. suite, donc merci. Donc, le comte de Champignac, comme on l'a dit, redit dans certaines vidéos autour de Spirou, que je vous invite à revoir. C'est un personnage important de la série Spirou et Fantasio, puisqu'il apparaît dans la première histoire longue dessiné par André Franquin, en 1950. puisqu'il a fait dès la première histoire longue que Franquin a fait s'appelait Il y a un sorcier à Champignac. Et là, on est sur un personnage qui est le comte. Alors, au départ, on l'appelle Monsieur le Baron, d'ailleurs, juste pour la petite histoire. Et c'est un personnage qui est scientifique, un peu fou, qui est mycologue. Donc, mycologue, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux champignons. Et donc, on est sur un personnage qui est effectivement très âgé. C'est ça. On est dans les années 50, c'est un septuagénaire, donc voilà, faut recaler comme ça aussi. Mais il vit encore dans cette noblesse des années 1910. Il roule avec un vieux taco. Bon, même il est habillé en redingote, etc. On est dans une image du vieux noble. Oui, du vieux noble, c'est sa campagnard qui, sur les années 50, a déjà quelques années de retard sur la société contemporaine. Mais qui va évoluer quand même avec le temps, très rapidement déjà dès les premières histoires, puisqu'il va essayer sur lui-même des produits, du coup il va faire de la boxe, il va devenir champion de course, etc. Donc on est sur un personnage qui est extrêmement décalé et clairement pas crédible, il faut bien le dire. Malgré tout, en décalage par rapport à son propre cliché. On rappelle qu'en termes de bande dessinée, on est dans les années 50, qui ne réfléchit pas trop à l'avenir de ce qu'on crée, même si on scénarise un petit peu au petit bonheur de la chance, mais c'est un personnage qui va revenir de façon très régulière dans l'univers de Spirou, et le village et le conte lui-même. Ça va être le scientifique. C'est un peu le professeur Tournesol de Tintin, tu vois. Oui, c'est ça. Mais en beaucoup moins farfelu, en beaucoup moins farfelu, en beaucoup plus grand acteur de ce qui se passe. Et puis en plus, ça va être le pendant justement de Zorglub, qui est un des méchants, vrai faux méchant d'ailleurs, historique de la série. Et en fait, Champignac, a fait ses études avec Zorglub. Et donc, du coup, la première apparition, on les voit tous les deux ensemble. Et dans Z comme Zorglub. Et là, vous avez, comme vous pouvez le voir, par rapport au Champignac des années 50, on est sur un personnage qui prend vraiment là son physique définitif, celui qui va garder quels que soient les dessinateurs. Il est moins rigide, un peu plus aussi fouillis, que ce soit dans le dessin, mais aussi dans le comportement. Il garde ce côté noble, sage qu'il a pu avoir, mais son côté un peu plus farfelu et léger va rester. Ne serait-ce que, par exemple, tout cet album-là, il va quand même le passer en robe de chambre. Il va très rarement s'habiller. On est déjà dans un personnage qui se bien dérigidifié depuis les premières apparitions. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans cet album-là, on est sur la représentation de Champignac, on va dire limite officielle, oui, telle qu'elle va qui, rester. même si quel que soit le dessinateur va évoluer, va
va évoluer au niveau du dessin graphique, de la présentation, mais qui, en termes de sa forme, de l'ensemble de ces éléments, sa chevelure, la forme de sa moustache, le nez, etc., va garder, il va garder véritablement sa représentation initiale. Et ça, c'est quel que soit le dessinateur. Là, vous avez une version, on dit, tiens, c'est très différent, sauf que ça reste du Franquin. C'est le dernier Franquin dessiné c'est le dernier Champignac dessiné par Franquin. Qui en a fait une version plus vieillissante et fatiguée. Mais c'était en dessin, comme tu disais, un peu crade. C'est ça. C'est le trait de Franquin lui-même. Franquin utilisait lui-même ce dessin-là, puisque c'est un dessin qu'il utilisait pour Gaston Lagaffe. Oui. Il voulait un dessin beaucoup plus recherché, plus fouillé, détails précis. Voilà. Il y avait des morceaux de moquette, on voyait des bouts de moquette, enfin du papier peint qui se décollait, etc. Il adorait rendre les trucs un petit peu sales. Là, vous avez le Champignac de Fournier qui s'en est détourné un petit peu, qui lui a fait plus sa version plus ronde, mais parce que Fournier a un trait très rond et très bonhomme dans les personnages. Mais alors le nez est peut-être un peu la moins. Personnalité. Le nez est ça dépend des cases d'ailleurs. Oui. Le nez est parfois peut-être un peu moins pointu, mais par contre, voilà, la coiffure, la moustache sont rigoureusement les mêmes. Alors je dirais plutôt qu'avec Fournier, on a senti une appropriation du personnage, bien que tout en lui restant très fidèle. Hein, ça reste le comte de Champignac, mais dans le trait, il y a une certaine appropriation. Peut-être même dans le côté plus fleuri, mais tous les personnages sont très 70s chez Fournier. Et puis viennent. C'est normal, on est dans les années 70. Et puis viennent les années 80. Bon, là, pour moi, une des périodes. Et Jean-Ry. Et là, on revient vraiment dans du trait à la Franquin, comme on a pu le montrer époque Zorglub. Donc, c'est un personnage qui reste fidèle à lui-même et qui est toujours resté dans ce mouvement entre quelque chose de très. Ce que Franquin l'a fait, on va dire, dans sa grande époque, dans l'âge d'or, ce qu'on appelait l'âge d'or, et. Qui est resté fidèle à ça, souvent dans l'esprit, mais dans le trait qui a pu un petit peu évoluer. Là où on a Johan qui essaye, lui... Enfin, là, Johan commence un peu à changer certaines habitudes, entre autres pour rendre peut-être entre autres, c'est au niveau de la coiffure un peu différent. Mais par contre, on garde un esprit, dès la première case, hein, vous voyez ce personnage-là, un personnage qui est à la fois scientifique, sérieux, et un peu fantasque quand même. Voilà, il aime bien expérimenter. Et ça, c'est la signature toujours du personnage, qui est extrêmement attachant, il faut bien le dire. C'est pas pour rien d'ailleurs que, je ne veux pas dire de bêtises, mais tous les auteurs qui ont repris officiellement la série ont repris Champignac. Oui, et ont tout presque, sauf la période Nicolas spéciale, mais il pouvait pas. Mais qui ont toujours commencé dans un épisode qui se passe à Champignac, comme pour dire on reprend la série, on revient aux origines, on revient là où les choses se passent et on prend le conte. C'est les fondamentaux. Voilà. C'est les fondamentaux. Et puis après, ce qu'on fait... et qui a gardé toujours une certaine complexité, enfin une vraie richesse. Il y a plein de petits indices, les ceci et là. On apprend qu'il aurait été à l'université en même temps que Zorglub, ça restait flou. Non, c'est pas flou du tout, je suis pas d'accord avec toi. C'est très précis. Effectivement, les deux personnages n'ont physiquement pas le même âge. Il y en a un qui fait la bonne cinquantaine passée et l'autre qui fait plutôt la bonne soixantaine passée. Dans le canon, on va dire, de Franquin de Greg, ce sont deux camarades d'université. Avec aussi des indices laissés, comme quoi il aurait été marié. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui viennent garnir le personnage, lui donner du corps, de l'histoire et agrandir sa fantaisie et son histoire propre. Et cette histoire, justement, a été entre autres reprise par Mugnera et Morvan dans deux albums, Paris sous Seine, puisqu'on montre Champignac et Zorglub jeunes, et le fameux tome 50. Où là on les redessine et là toute l'histoire, une grosse partie de l'histoire se passe avec les deux personnages jeunes. En 5, alors je sais plus, ça doit être 48, entre 48 et 50. L'histoire se passe ? Oui, en parallèle d'une autre histoire de Spirou et où on imagine à cette époque-là le comte qui est jeune. Voilà. Et là on va dire que Mugnera a fait une expérimentation graphique pour représenter les deux personnages jeunes, d'ailleurs pas si jeunes que ça finalement, parce que là ils ont l'air quand même d'avoir la petite trentaine, qui ne sera pas celle reprise automatiquement par tout le monde, en tout cas pas dans le Champignac de cette aventure-là. Et qui était, au-delà du fait de simplement jusqu'à présent
parler d'un passé de Champignac. Là, c'était de le montrer de manière explicite, pour la première fois vraiment, et de plonger dans cette histoire-là, qui, bien ma foi, a récemment inspiré d'autres auteurs, et pas du tout de cette manière-là. Pas du tout. Bon, en même temps, c'est logique, puisque l'album au succès du Z, aux sources du Z, l'album 50, une sorte de, je l'ai écrit dans un article, est une sorte de reboot total pour dire que tout ce qui s'est passé après Franquin n'existe plus. On va dire que les auteurs qui ont suivi, que ce soit Johan Evelman pour la reprise de Spirou, que pour Étienne et Becca, en fait ils sont 3 en tout, ils font comme si effectivement aux sources du Z n'existe pas non plus, et que l'époque Munurin-Morvan n'existe pas, puisqu'on est sur un conte de Champignac qui est jeune, trentenaire, quarantenaire. Oh non, trentaine. Non, mais c'est pas s'il a la moustache qu'il est vieux. Hein. Non, on dirait qu'il a 25-30 ans. Et par contre, on est en 1938. On est en 38 au début. 40, en fait, dans l'histoire elle-même, ça va être en 1940. Puisque voilà, la vraie histoire, elle débute pendant l'invasion, enfin pendant l'occupation. Pendant l'occupation des nazis en Belgique. Tout à fait, voilà. On ne va pas rentrer trop dans les détails de l'histoire, parce que nous avons déjà une vidéo où nous en parlons. Rapidement, l'idée de base des auteurs, c'était de parler de grandes inventions scientifiques du siècle et d'y mêler le conte de Champignac, tout en essayant d'imaginer son histoire. Le personnage qu'on a découvert est peut-être celui qui deviendra sa femme. En tout cas, il y avait cette idée de s'inspirer de ces petites choses. Voilà. On va dire, il y a une romance. Il y a une romance. On peut dire que alors les auteurs sont des auteurs français. Étienne au dessin, le couple Becca, puisque ce sont 2 scénaristes en fait au scénario. Ils sont 2 illustrateurs, non? Ils sont scénaristes. Ils sont scénaristes et là. On est quelque part, on vient un peu à certains fondamentaux aussi. On est sur autour du personnage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence à l'univers de Spirou, puisque on est dans une période après. Sauf la dernière planche. Sauf un petit clin d'œil en tout dernier, mais je veux dire par rapport à l'histoire elle-même. Oui. On n'est aucune référence à l'univers de Spirou, excepté l'univers de Champignac lui-même, puisqu'on va retrouver du Plumier, on va retrouver du Pilon, on va retrouver le maire de Champignac, plus jeune. Alors d'ailleurs, et néanmoins, toutes ces choses qui sont là présentes et qui sont comme la genèse du personnage, où on voit même les premiers essais de certaines inventions qu'il aura plus tard à cette première découverte, ne nuisent pas à la lecture de l'album et de l'intrigue si on ne les connaît pas, puisqu'elles sont suffisamment bien amenées pour être découvertes. Et si on ne maîtrise pas le clin d'œil, c'est pas grave. Ça devient des péripéties qui complètement se mêlent avec l'intrigue. Mais aussi, on est sur, et c'est ça que je trouve très fort par rapport au travail scénaristique, c'est qu'on est sur une cohérence véritablement par rapport aux personnages, ce qu'on a pu nous en dire dans les histoires précédentes. Oui. Parce qu'effectivement, la psychologie du personnage, qui est à la fois chercheur, un peu aventurier, qui est courageux, mais pas téméraire, et qui toujours s'intéresse aux champignons et toujours excentrique et bienveillant. Et voilà, excentrique et bienveillant et toujours très curieux. Ce personnage-là qu'on connaissait, on le retrouve totalement. Donc quelque part, quand on nous dit que ça nous raconte, on va dire 30 ans ou 40 ans avant la première apparition, la première rencontre avec Spirou, eh bien oui, moi je m'y suis retrouvé totalement. On y est, au niveau scénario, c'est vraiment très très fort par rapport à ça. Et puis graphiquement, voilà, on est sur un travail graphique de très très bon niveau, un dessin à la fois précis et sans être totalement réaliste. Du pur semi-réalisme où certaines images, comme là, on a la fameuse bombe, donc la machine de Turing, je dis pas de bêtises, oui, qui a décrypté Enigma, qui est représenté quand même avec beaucoup de fidélité, et en même temps le côté semi-réaliste très franco-belge des personnages avec le côté gros nez, mais qui se mêle à un décor plus fouillé. Enfin bref, tout ça. Alors à part l'apparition du personnage historique réel,
il faut bien dire que tout ce qui touche autour d'Enigma n'a pas une réalité très éloignée de la réalité historique, excepté certains éléments qui ont été qu'effectivement les services secrets anglais ont recruté des gens d'un peu tous les niveaux, enfin des gens qui faisaient à cause des mots croisés, etc. Enfin des gens qui aimaient décrypter des énigmes, ayant une capacité de décrypter des énigmes pour travailler sur le décodage des codes allemands. Donc ça, c'est une réalité historique. C'est à peu près la seule chose qui est proche. Au-delà aussi, je dirais, pour l'intérêt de l'album en lui-même, si vous n'êtes pas familier à l'univers de Spirou et Fantasio, la richesse du personnage sert à donner corps ici à sa jeunesse, et on s'inspire, enfin on utilise cette richesse, mais on crée vraiment le personnage et on lui donne un intérêt, et on n'est pas obligé de le connaître pour pouvoir l'apprécier. L'histoire en elle-même est une histoire comment ? Alors d'espionnage, on pourrait le dire comme ça. Oui, d'aventure d'espionnage. Oui, voilà, d'aventure de seconde guerre scientifique. J'oubliais aussi qu'on parle beaucoup du personnage. Oui. Parlons de l'album. Oui, parce que je vais oublier non seulement on rencontre comment s'appelle-t-il, l'ingénieur inventeur de la bombe donc c'est Turing. C'est Turing, voilà. Non seulement on rencontre Turing, mais on rencontre aussi un deuxième personnage historique que j'avais oublié d'ailleurs. Monsieur Churchill. Non, 3, pardon. Bon, à chaque page, j'en ai découvert. Mais non, l'inventeur de James Bond. Ah oui, Ian Fleming. On rencontre Ian Fleming, qui effectivement était un espion anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas du tout été en Belgique à ma connaissance, mais enfin c'est pas grave. Mais voilà, on rencontre quelques petits personnages historiques et c'est une façon de raconter des aventures comme certaines séries aiment beaucoup faire en télévision, etc. En termes d'ambiance, on est vraiment typiquement dans... alors bon, du coup, le seul qui me vient à l'esprit, c'est justement le film basé sur Enigma, c'est The Imitation Game, non? Oui, c'est ça. Mais on est dans ce genre d'ambiance, si vous aimez ça, ce côté découverte technique. Voilà, c'est de l'espionnage, mais pas de l'espionnage de terrain, c'est de l'espionnage, comment dire, pour le côté, on est en retrait et on réfléchit, on essaye de découvrir une énigme, presque chasse au trésor, en fait, ouais, quelque part. Avec donc justement une romance en plus et un personnage qui était déjà fort et très bien utilisé. Voilà, c'est un album tout à fait sympathique. Tout à fait, non, vraiment un album populaire. Voilà, on est sur une bonne série qui se lie à la fois pour la jeunesse et aussi pour un public adulte mainstream. Voilà. Amateur ou non, vous y trouverez votre plaisir. Il est temps de nous quitter et je vais donc faire le signe demandé pour pouvoir mettre le générique de fin, c'est-à-dire mettre mon auriculaire dans mon oreille. Et normalement, ça marche. Voilà.